un mot gentil sur l'hôtel Majestic qui nous accueille, parce qu'il faut dire que alors, ça a été refait impeccablement. Je ne sais pas si vous avez vu les chambres, mais alors on est logé, mais alors c'est un très très bon hôtel pour qui aime avoir la vue sur les chiottes. C'est très très. c'est pas vrai. On a une vue magnifique sur la mer, Pierre Bénichou. Ah ben oui. Moi, on m'a dit vous pourrez peut-être apercevoir la mer. J'y suis allé, j'ai attrapé un torticolis. J'ai vu un truc, une sorte de piscine verdâtre là, avec des tentes. Excusez-moi, avec des sortes de guitounes, bon, atroces. Et je me suis dit, mais vous n'aimez rien. C'est pas ça. Pensez. J'ai dit, ils m'ont donné une chambre. Pierre Bénichou, pensez aux auditeurs qui aimeraient être à votre place. Oui, mais les auditeurs qui aimeraient à ma place, ils m'ont dit non, vous n'avez qu'une chambre de qualité supérieure. En général, supérieure, ça veut dire haut de gamme. Supérieure dans ce genre d'hôtel, ça veut dire juste une chambre de chauffeur, comme on disait avant, chambre de courrier. Et là, j'ai dit, mais enfin, comment? Il dit, regardez, il me montre, il dit, vous ne payez que 750 € par jour. Par jour, c'est ce que gagnent mes parents. Par mois. Et je Pierre les aime pas du tout parce qu'il faut les prendre très jeunes, elles emmerdent. Non, moi je suis stupéfié par ce genre de choses. Et enfin, Pierre Bénichou, est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Cannes, il y a quelques vedettes de cinéma, quelques stars qui sont peut-être un peu plus connues que vous, et à qui on a réservé les chambres les plus jolies. Toutes celles qui sont au Martinez. Est-ce que vous pouvez comprendre? Les vedettes sont au Martinez. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, monsieur Bénichou, que vous n'êtes pas grand-chose ici au Festival de Cannes? Moi, je ne suis pas grand-chose par rapport aux stars qui sont présentes sur la croisette. Pardon, Laurent, mais c'est quoi le problème en fait? C'est qu'il a pas la vue sur la mer? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souci, je lui laisse ma chambre alors. Non, mais moi je trouve quand même inouï. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes vraiment... entre le Majestic et moi, il y a une barrière. Vous êtes quand même d'un sans-gêne, monsieur Non, Bénichou. je suis pas. Pourquoi? Mais qui m'invite? Mais d'abord, vous êtes d'un sans-gêne parce que ce fameux tarif que vous n'aviez déjà pas à donner sur l'antenne. Je vous signale que c'est pas vous qui le payez, que c'est Europe 1. Déjà première chose. Alors vous devriez être heureux déjà qu'Europe 1 vous ait logé ici même dans cet hôtel que bien des Français aimeraient visiter. Justement. Et 99,99% des auditeurs et nos auditeurs aimeraient à votre place, monsieur Bénichou. Alors je vous conseille, monsieur Bénichou, de prendre votre carnet de chèques et d'aller payer la plus belle chambre que vous voulez. Je passe sur la dans bassesse. Un autre hôtel et nous serons tous heureux. Je passe sur la bassesse et la démagogie de son argument. C'est pas de la démagogie, c'est ce que je pense. Je lui laisse tout seul. C'est ce que je pense réellement. La différence entre je ne paye pas ma chambre. La différence entre vous et moi, monsieur Bénichou, c'est que je ne fais pas partie de la gauche Porsche, donc, et de la Porsche tranquille, et que je suis très heureux dans ma chambre, même si je vois qu'un petit bout de mer, et je m'en contente. Et d'abord, je suis ici pour travailler, et je vous emmerde, monsieur Bénichou. Pardon, Laurent. Permettez que je réponde. Permettez que je réponde. Mais enfin, voyons. Ce malheureux qui a fait toute sa carrière en disant moi qui suis riche mais de gauche mais riche et tout ça, est en train de m'emmerder. Mais oui, parce que moi je ne paye pas ma chambre, je la paye par mon talent. Parce que je la paye par ma beauté, par mon intelligence et par ma popularité. Parce que j'essaie, monsieur Pierre. J'essaie, monsieur Pierre, simplement de vous ramener vers un peu de décence vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. C'est tout. Voyez, pas du tout. Pardon, mais pas du tout. Tu voudrais me ramener vers un peu de décence vis-à-vis des patrons de peur qu'ils te virent. Non, pas du tout. Les patrons, dites donc, c'est votre ami, monsieur. Ah non, je parle des patrons du Majestic. Il y a une ambiance de merde, je me casse. On a 3 jours à faire, les mecs. Mais par contre, il y a Caroline qui me demande si on est bien à Cannes, en fait. Faut qu'on arrête. J'avais prévenu le directeur, je lui ai dit à 3h20, il me dit je m'en occupe. Georges,
genre je suis débordé. Tu penses qu'ils ont beaucoup de choses à faire pendant le festival. Et alors, moi, je suis rien. Quand même, c'est pas possible. On peut pas vous laisser dire des choses pareilles. À 3h31, je vous J'ai règle honte, votre j'ai compte. honte, j'ai honte. Pierre. Alors il a haussé les épaules, genre, il va pas oser, ta sœur. Tiens, je vais pas... Mais Pierre, J'ai honte arrête, ils vont pour- nous foutre dehors, on va finir à l'Ibis ce soir. J'ai honte. Non, pas l'Ibis. Je pense au petit déjeuner qu'on va commander demain, qui vont être recouverts de crachats. J'ai honte pour C'est vous, que Pierre, mais Monsieur oui, nous, Bénichou. non, J'ai- non. J'ai honte pour vous. C'est ce qu'on appelle la solidarité. J'ai hein. honte pour mieux me dire, tous avec Pierrot. Mais il est non, mais honte non, pour nous. parce que nous on est très heureux, vous voyez. Ah oui. Alors voilà, c'est toute Moi, la j'ai un différence. lit Vous êtes énorme. très heureux. Moi, j'ai un lit vous avez, gigantesque. vous avez peut-être eu sur des mesure. enfances difficiles. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai un lit gigantesque couvert de macarons à la rose. J'ai eu. Ah. Alors, pas mal, hein, quand T'as eu même. la hein. chambre de Stevie alors. Bah peut-être. Ah non, mais quand même, ça fait plaisir. J'ai écouté donc l'émission que j'écoute très attentivement. Et c'est vrai que Pierre Bénichou, comme je le disais, dit beaucoup de bêtises. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il les dit toujours fort. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de faire passer les bêtises. Oui. Alors j'en ai relevé 2 vendredi dernier. Par exemple, une sylvicultrice, il a dit à Stevie, mais ça n'existe pas, c'est ça? Il a dit que c'est un barbarisme. Eh oui. Alors c'est vrai qu'à la terrasse du Flore ou chez Fauchon ou à la terrasse de chez Mais chez ta sœur, c'est comment? Alors, mais à la terrasse du Flore ou chez Fauchon, mais de quel droit tu parles au nom du prolétariat? Hein? Combien tu gagnes par mois? Combien de voitures tu as? Est-ce que tu possèdes ton appartement? Toutes choses que je n'ai pas, moi. Alors si je parle de la terrasse du Flore ou de chez Fauchon, j'ai raison. D'accord? Laissez parler ce que je viens Philippe. de dire, il représente ce que j'appelle la gauche bobo. C'est-à-dire des gens qui... Je sais pas si je suis la gauche, mais tu vas voir Bobo si tu continues. C'est bien qu'il Et donc, une sylvicultrice, Laissez-le parler, c'est Pierre, simplement- quand même. Une sylvicultrice, c'est tout simplement quelqu'un qui exploite une forêt. Ce n'est rien d'autre que le féminin d'un sylviculteur. Mais Et voilà. c'est Donc vrai que- Stevie avait raison. Est-ce que d'où ça vient, sylviculteur? Sylvia, comme vous le disiez, ça veut dire la forêt, tout simplement. Je l'ai bien Donc, dit, oui. Mais par sylviculteur, contre, ça n'est pas du existe. tout un barbarisme, hein. Pierre, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un autre Pierre autour de la Mais table? je suis ravi que Pierre Lescure soit là. Parce que c'est un garçon de grand talent. C'est vrai? Ah oui, oui. Il m'en prépare une, là. Non, pas du tout. Je suis ravi d'être avec lui. Enfin, Comme on est filmé, je t'ai apporté un peigne. Non, j'ai pas besoin de peigne. moi. Ah, vous le tutoyez, Pierre Bénichou? Oh, bah, depuis le temps. Ah oui? Ah bah oui. Oui. On s'est connus il y a très longtemps, oui. Je l'ai connu, quand- il démarrait quand le il- Nouvel Obs, hein. Quand il a débuté, moi j'étais déjà à la retraite, mais alors je le connais bien, Pierre. Puis il m'a fait beaucoup travailler quand il était à Canal+. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit ce qu'il faudrait, c'est un mec comme toi. Heureusement, j'avais un bon fauteuil à la maison, j'ai pu attendre assis, parce qu'attendre debout, c'est chiant. Je veux pas faire l'escu, mais il nous manquait à l'époque un Laurent pour te canaliser un peu, tout ça. Voilà. Voilà, en plus de ça, non seulement immonde, mais en plus servile. C'est Pierre Léchcu. Tout le monde ne peut pas vous engager, Pierre Bénichou, en même Mais temps. je comprends pas pourquoi. Vous aimeriez que tout Paris vous réclame, vous, c'est ça Mais le tout truc. Paris me réclame. Bah non, justement, Ça non. dépend des quartiers. Non, il y a moi qui effectivement, qui... T'es mon dernier. Il y a Philippe Labro qui vous aime bien Ah oui, aussi. non, mais toi, On t'es est bon. 2 dans Paris. Il y a Castel qui vous réclame de temps en temps, ça fait 3. Oh, parce qu'il est con. J'ai jamais été à la Mamouniole chez Castel. C'est vrai ça que vous et Jean-Pierre Elkabbach, on vous colle des étiquettes. Bien sûr. Lui, il dit toujours de moi que je suis un journaliste. Il a dit à une fille un jour, j'ai un ami journaliste, il s'appelle Pierre Bénichou, et il a répondu, un journaliste de chez Castel. Moi, j'ai jamais dit de lui que c'était un maître d'hôtel de la Mamounia. Non, déjà que ça fait 2 jours qu'il est absent, faudrait qu'il revienne demain quand même, Mais il Jean-Pierre. paraît qu'il est à faune. On va voir si c'est vrai. Allô, oui, c'est l'inspecteur des impôts. Bonjour, monsieur. Il y a Canteloup qui est là. Comme je suis client des laines d'Écosse, m'écrit Olivier Vaillant, où j'achète mes cravates en laine, celles qui vont si bien aux hommes qui portent beau, même si je n'ose me comparer à Pierre Bénichou, quelle n'est pas ma déception de voir que ce magasin des laines d'Écosse est désormais fermé. Auriez-vous une autre adresse, monsieur Bénichou, à m'indiquer d'urgence afin de suppléer à cette scandaleuse attaque? Voilà. Vous tombez bien, cher auditeur. Pink. Car quand ils ont fait leur liquidation aux laines non pas d'Écosse mais aux laines écossaises, boulevard Saint-Germain, savez-vous pourquoi ils ont été obligés de fermer?
Parce que depuis que le Ralph Lauren est arrivé sur le boulevard... Oh, le salaud. Le Rave Lorraine. Une seconde. Depuis que Ralph Lauren est arrivé, les loyers ont quadruplé. Donc ils n'ont pas pu suivre, ils ont été obligés de fermer leur magasin. J'ai vu le fils du patron, le patron est décédé il y a quelques années. J'ai vu le fils du patron et je lui dis mais comment faire? Tu vois pourquoi je suis C'est la légende des siècles. C'est la légende des Tu vois siècles. pourquoi je suis content d'être réconcilié avec Pierre? C'est pour entendre ces choses-là. Pour avoir ces cravates en laine qui sont les seules que portent les gentlemen. Bon, donc il me dit écoutez, moi j'ai le fabricant, je vais l'appeler et je lui dis envoyez-moi 6 bleu marine et 6 noirs. Et il me dit tout de suite. J'ai attendu, j'avais son téléphone, je l'ai appelé. Il m'a dit, les fabricants ne veulent plus faire ça. Je dis, mais où est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Il me dit, oh, on fait plus ces cravates-là, elles valaient pas cher du tout. Elles valaient, je crois, de 40 balles ou... Oui, en France. Oui. Non mais je crois que l'auditeur voulait juste une autre adresse en fait. Et j'ai dit oui, il me dit écoutez. Vous savez qu'il y a une émission où on reçoit des experts juste avant nous. Non mais c'est bien. Je réponds à l'auditeur. Vous y seriez parfait, Pierre. Hein. Je réponds à l'auditeur. Il y a un magasin qui fait encore la cravate en laine tricot. Et non pas mais pourquoi j'ai choisi ce mec? Il s'appelle Jacques Romoli. Jacques Romoli, boulevard Saint-Germain. Et ben voilà, je réponds aux auditeurs, moi. C'est l'après-midi. Le matin, on s'occupe de Jacques Ramoli, il a pas épousé Mme Viagra, monsieur Ramoli? Oh, bah, j'essaie de mettre un peu d'ambiance, Pierre. Non, c'est avant d'arriver au boulevard Raspail. Alors, c'est un Belge, un Juif et un Arabe. Ils rentrent dans un bar. Elle est aussi courte que l'autre, que Pierre. Oh non, Bah vous êtes désagréable. Non, mais c'est juste, c'est très vite, c'est en vitesse. Quelle différence il y a entre Dieu et un chirurgien? Le chirurgien ne se prend pas pour Dieu. Ah, ça valait la peine. Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Pas pour un chirurgien. Mais tu sais pas raconter. Mais Bonaldi, même les blagues, il est foire. Il n'arrive jamais. Même une blague, il n'arrive pas à la faire marcher. Bonaldi, c'est le seul qui soit aussi mauvais que son ancien patron. C'est un mec qui a fait toute sa carrière sur l'échec. C'est extraordinaire. Alors c'est un Belge, un Juif. Oh, ça va. Vous avez pas vu qu'on voulait pas que vous la racontiez, cette histoire? Elle est très courte. C'est un mec qui fait une émission de télé, hein. Et de radio. Et il dit, c'est un Belge, tous les mecs, et lui, il est là, il continue, j'ai encore une bonne histoire. Elle est très courte, Pierre. Non, mais d'émission, de c'est un Belge, un Juif et un Arabe. Tu n'as plus la confiance de tes hommes. C'est une nouvelle affaire. Gamelin. Tu connais Gamelin? Gamelin, mais j'avais un chansonnier au caveau de la République qui s'appelait Gamelin, Robert Gamelin. Ben, c'était le petit-fils du général. Hein. Général Gamelin, c'est lui qui nous a menés à la défaite. Je me sens seul. Gamelin, mais Il est pas non mais, attends une seconde, je parle pour les caméras. Non mais où sommes-nous? Oh non, sur Europe1.fr. J'avais dit qu'on n'avait pas le même âge. Hein. Ah vraiment, ils connaissent pas Gamelin. Je te jure, l'autre jour je dis, un philosophe, par exemple Kant, et Stevie m'a dit, on prend un plus connu quand même. Un Belge, un Juif et un Arabe. Mais non, mais justement, le début est bien. On sait qu'ils vont se dire le Belge va dire des bêtises. Attendez, vous connaissez pas la suite. C'est un Belge, un Juif et un Arabe. Ils rentrent dans un bar et le barman leur dit, c'est pour une blague? Ah oui. Ah oui. Effectivement, elle était courte. Ah, je vous ai bien eu, hein, quand même. Hein. Ah oui. Ah, vous voyez, Pierre, hein. Ah bah ouais, bah tu sais qu'il y a le métier, hein, c'est marrant. Il reste plus rien d'autre que le métier. C'est ça, Caroline, j'ai quelqu'un pour vous au téléphone qui s'appelle Dominique. Salut Dominique. Bonjour. 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 Alors vous avez vous-même, je crois, participé à un jeu, c'est ça, à la télévision? Oui, j'ai eu la chance de participer avec Caroline à Mot de Passe. C'est pas vrai. Eh oui. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez joué à Mot de Passe avec Caroline Diamant. Exactement. Et elle vous a fait gagner? Oui, 10 000 euros. C'est pas vrai. Eh oui. Et elle a Ben, vous vous souvenez de Dominique ou pas, Caroline? Pas bien. Si elle devait se souvenir de toutes ses passes, dis donc. Il faudrait qu'elle ait une grosse tête. Hein. Il faudrait qu'elle ait la tête aussi grosse que le fion. Oh, dis donc. Alors déjà, on est en direct, tu dis aussi grosse que le Mais voilà, je voulais pas aller très vite parce que... Vous avez bien fait de pas le prendre à Canal. Oui, il avait pas assez de classe. Non, parce que moi, je peux dire ça à une femme.
parce que je respecte les femmes. Il n'y a pas Bien plus sûr. fleur bleue. Il fait les questions et les réponses. Il n'y a pas plus fleur bleue que moi. Mais bien sûr. Il n'y a pas plus timide avec les femmes. bien sûr. Mais de temps en temps, un gros mot. Et youpi, gros, tu sais comme quoi? Comme ta bite. Vous voyez ce que c'est? Oh non, écoutez, moi, c'est grossier, elle, c'est vulgaire. Dominique, en fait, elle vous a fait gagner contre Bernard Mabille, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, il y avait l'équipe, on peut dire, les grosses têtes, et puis on va se gêner, quoi. Ah ouais, c'est l'équipe On va se gêner qui a gagné. Exactement. Faut dire que Caroline, quand elle joue, attention, elle est intraitable. Hein. J'imagine qu'elle a été très bonne avec vous. Elle était très bien. Par contre, je vous interdis de critiquer son physique, elle est parfaite. Ah, vous voyez. Mais qui critique son physique? Il a 10 000 euros et du goût, putain. C'est normal que tu joues contre les grosses têtes. Qu'elle se souvienne de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis celui qui touche son nez avec sa langue. Celui qui touche son nez avec sa langue, ça vous rappelle quelque chose? Il touchait ton nez avec sa langue? Tu touches ton Sans nez te avec ta langue. connaître? Non, mais pardonnez-moi, c'est vrai qu'on a enregistré beaucoup d'émissions dans un temps très court. Oh. Oui, mais Et, ils ne touchaient pas tous leur nez avec leur langue Non, quand si même je dans vous l'émission. vois, bien sûr que je vais me souvenir, mais juste la voix, En tout cas, pardonnez-moi. il regrette parce qu'il aurait aimé vous faire la bise et vous ne l'avez pas faite cette bise. C'est ça, hein, Dominique? Si, je l'ai embrassé. Ah, quand même. Ah oui, parce que pour 2000 euros, il peut avoir une deuxième bise. Bon, en tout cas, voilà, je suis celui qui touche son nez avec sa langue. C'est écrit dans le post-scriptum, mais ça vous dit rien, hein, Caroline. Non, C'est bien. moi, j'ai envoyé une lettre à EADS pour être directeur général. On m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, je touche mon nez avec ma langue. Non, mais sérieusement. Le mec qui se définit, je suis celui qui touche son nez avec sa langue. Bah, c'est en plus- c'est presque c'est un plus alexandrin. poétique que ce que tu Et moi, je racontes. suis celui qui touche son nez. Hein? C'est plus poétique. C'est plus moi, poétique. mais non, toucher son nez avec sa langue, je vois pas d'intérêt. Bah, c'est mieux que ce que tu m'as dit quand je t'ai dit que j'avais mis du vernis rouge pour toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi t'as Que mis des ce sera vernis joli rouges? sur ma bite. Non, Oui, messieurs, dames, il faut que vous sachiez que l'homme qui dit qu'il est fleur bleue m'a dit ça. Ça faisait pas 3 C'est un minutes que cauchemar. j'étais dans le studio. Alors là, c'est le côté lubrique de la sénilité, là, oui. Ça s'appelle la sénescence lubrique. Pierre Lescure, Jean-Baptiste Guigui, je suis désolé. hein, Moi je- j'ai honte, moi j'ai honte. Mais oui. Tu sais que on était un peu en froid avec Pierre, hein, Oui, justement, à cause de ça. Tu vois, des choses. Oui, sa graves. trivialité. Oui, de sa trivialité, de sa vulgarité. Et là, j'étais content de le revoir. Il va peut-être comprendre un peu. Il va se rappeler des poètes de la Pléiade. Il va se rappeler de sa famille, qui était des fins lettrés. Où sont ses doux plaisirs, que ce soit sur la nuit brune, les muses de Bedeuil, etc. Tu vois. Eh ben non. Il recommence la bite, le fion. C'est quand même, c'est son C'est pas casse-croûte. moi, C'est son qui l'ai casse-croûte, dit. ça. C'est son Mais c'est son casse-croûte. kit de survie. Mais c'est pas vrai, je dis pas ça. Il est fleur bleue. Et en plus, il se gratte en le qu'il est disant. fleur bleue. Il se touche en même temps. C'est immonde. Ah non, mais il le fait face caméra. Attends, c'est un professionnel. Oh là là, c'est le retour. Oh là 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 là. Mais c'est affreux. Mais plus c'est vrai. Il y a 2 dames au premier rang, Pierre, Mais enfin. oui. Regarde, la dame est toute C'est rouge. pour ça qu'il le fait. Oh là 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 là. Au téléphone, j'ai aussi Alexandre. Salut Alexandre. Comment ça va, c'est Alexandre du con? C'est à François Renucci que vous voulez parler, Alexandre, je crois. Alors, vous touchez quoi avec votre langue? Non, parce que Moi, je touche 10 000 chaque fois. non, parce que François s'est moqué des provinciaux l'autre jour. C'est Non. bien ça? Un petit peu, il a dit Pézouze. Alors Ah oui. déjà, il finit, François Renucci qui est quand même quelqu'un de lettré. C'est Merci. soit Pégouse dans le sud, Pégouse ça colle, ou sinon c'est un pétzouille. Mais les pézouzes ça n'existe pas. Ouais, mais vrai. je suis du Mais milieu, donc je pétzouille, dis c'est un pétzouille. truc, c'est un mot. J'étais gamin, on l'employait déjà plus. J'ai été élevé par Plou, ma grand-mère. pétzouille, tout ça. c'est Ah, des- je trouve que c'est mignon, Petzouille. Et il a fait une erreur géographique en plus. Mais bien sûr, parce que c'était l'histoire de Mitterrand et Nevers. Oui. Oui. Vous avez annoncé, Laurent, les Charentes au début. Personne ne vous a repris, il y avait Tesson sur la table, et en fait c'était dans la Nièvre. c'est dans la Nièvre. C'est incompréhensible ce qu'il Nièvre. raconte. C'est dans la Nièvre, oui, Nevers, c'est dans la Nièvre. Oui. Oh, c'est Eh pas ouais, très ouais. loin non plus, des Charentes, tout ça se touche. Tout ça, c'est la France, On est un monsieur. petit Oui. pays, hein. Ouais. On est un petit pays, Alexandre. Non, monsieur, on n'est pas un Où petit ça pays. s'arrête au périph' quand même, hein. Pardon? Sauf pour Renucci où ça s'arrête au périph'. Mais les Corses, Renucci, Je qu'est-ce que suis vous l'emmerdez moi-même avec ça? provincial, monsieur. J'ai été élevé en province. J'ai honte, j'essaie de le cacher, mais j'ai été élevé en province. Mais ça se voit. Vous pouvez pas en vouloir un jeune homme comme Ouais. Corse qui Un jeune Petzouille. voilà, sur qui le nuage de Tchernobyl est certainement passé, même si on n'a pas de J'étais une preuves fille il y a aujourd'hui. 10 ans. Hein, et voilà, il y a des conséquences forcément radioactives. Vous imaginez, Alexandre?
Oui, j'imagine bien, mais pour les provinciaux, c'est pas très agréable. Hein. Bah non, mais vous inquiétez pas, on n'est que des provinciaux autour de cette Mais vous table. êtes provincial d'où, monsieur? Non. Il y a les Parisiennes pure souche, pardon. Moi, j'ai jamais mis le pied en province. je suis arrivé des colonies. De colonies, enfin, la France. Exactement. Hein Ouais, la il continuité paraît qu'on va vendre la France, l'Algérie aux Algériens. J'ai des bruits qui courent. J'arrive d'Algérie, qui était la France, je me mets à Paris. Un jour, je suis allé passer un week-end, je me souviens, près de Marseille. J'étais dégoûté de voir ça. Il y a qu'Oran et Paris comme ville. Pas vrai, Ben Guigui? Oui. Ah, tu es d'Oran, toi? Moi, je suis d'Oran, mais enfin... Et tu es venu à Paris, tu es allé en province? Jamais. Tu as l'idée d'aller en province? Parce que je suis venu en avion, j'ai tout survolé comme ça. Bien sûr, moi je survole, je vois. Voilà. Vous avez remarqué que la France est le pays le moins peuplé du monde? C'est-à-dire C'est le seul pays au monde, quand tu prends un avion, et surtout en hélicoptère, On voit personne. où tu vois... Zam, l'hélicoptère. Bien sûr, l'hélicoptère, Zam, bien sûr. Zam, l'hélicoptère. Monsieur prend l'hélicoptère. Mon beau-frère, il avait un hélicoptère, le pauvre. Marcel. C'est pas vrai. C'est là aujourd'hui qu'on va apprendre que Marcel, son beau-frère, c'est Dassault en fait. Dassault, il n'est jamais monté, il a monté en avion qu'une fois. Quand il est revenu de Buchenwald, il a dit j'ai peur de ces trucs-là. Non, mais il était pilote de chasse. Qui Marcel, non? C'est la légende. Marcel, ton beau-frère? Non, Marcel, son beau-frère. Mais il est bien monté dans ses avions quand même. Jamais! C'est vrai? Marcel Dassault n'est jamais monté. Même dans un Falcon. Il a pris un Dakota. Il a pris un Dakota pour venir, pour revenir de Buchenwald. Oui. Et il disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent pas bien dans ce truc-là? Vous êtes sûr que c'est au point? Mais bien sûr! Il était dessinateur d'avions. Bien sûr, ça veut dire. Demandez-moi quand vous savez. Précision importante, un auditeur qui nous dit « Oui, Jean Rollin est bien mort, mais ce n'est pas du même Jean Rollin que vous parliez. Yann Moix et Pierre Bénichou vous ont repris l'autre jour, mais il y a confusion. » L'auditeur qui voulait parler de Jean Rollin parlait de Jean Rollin avec deux L, qui effectivement nous a quittés en décembre dernier. Il était écrivain aussi, mais surtout réalisateur de films fantastiques, reconnus en Europe et aux États-Unis, complètement oublié en France. Pour info, il y a même eu un documentaire intitulé Jean Rollin avec deux L, donc le rêveur égaré. Et vous parliez du Jean Rollin avec un seul L, Pierre. Oui, et j'ai été assez amusé hier parce que j'ai vu que sur la liste des Goncourt et des Renaudot, il y a Jean Rollin. Oui. Il est sur son roman. Celui avec un L. Avec un L, oui. L'autre, les morts, on n'aimait pas. Mort, oui. Bravo, dis donc. Malice, hein, dis-moi non. Et je me suis dit, si jamais il a le Goncourt, on aura l'auditeur en disant, ils ont donné le Goncourt à un mort. Non, mais c'est vrai. Eh ben non, justement, voilà, il y a bien un autre Jean Rollin, mais avec deux L. Et il y a son frère qui est un très bon écrivain aussi, qui s'appelle Olivier Rollin. Alors, il y a aussi... Et il y a Marcel, son beau-frère, aussi, qui est À parent chaque avec fois, on va se faire l'arbre généalogique de tous les gens qu'on va citer. Marcel est peut-être le plus talentueux, mais le moins connu. Marcel, il est dans toutes les familles. Voilà. On a tous Au début de la saison, on Pierre, a je t'ai tous en entendu- nous quelque chose de Tennessee, sauf Johnny Hallyday. Au début de la saison, je t'ai entendu moins fier sur Joliot-Curie. T'avais perdu le fil. Ah bon? Tu te souviens pas? C'est vrai. Te mets pas les doigts dans le nez, regarde la télé. Tu es filmé. C'était quoi, le Curie? Oh, on va pas tout refaire l'historique. Tiens, en revanche, j'ai un auditeur qui vous écrit à vous, Pierre, et qui dit « Je prends la plume pour contredire Monsieur Bénichou, qui affirmait justement que le mot pompino désignait la fellation en italien et que cela revenait de la traduction du mot pompier. En réalité, pompiere ou vigile, et des fois qu'au vigile du feu, n'a rien à voir avec pompino. Le mot dérive du verbe pompare, qui veut dire pomper, et qui se traduit par petit pompage. Voilà. De Bah mémoire, dans le film de Fellini que j'avais vu, une femme est surnommée la Pompina pour son activité. Sachez... Moi aussi, c'est ça que ça veut dire On t'appelle comme ça. Sachez que vous m'aidez en tout cas à purger ma peine et je vous en remercie. J'espère à ma sortie pouvoir assister à une de vos émissions puisque c'est un auditeur qui nous Qui est en écrit prison, donc. de Fleury-Mérogis. Eh bien, écoutez, cher monsieur de Fleury-Mérogis, c'est beaucoup de respect pour le fait que vous soyez empêché de vous déplacer à votre guise, mais je crois que vous vous trompez parce que c'est la même chose. Si pompiere, c'est un pompier. Si on a appelé Pompino
quelque chose, c'est parce que ça pompe. Le pompier qui éteint le feu. On l'appelle comme ça parce qu'il pompe de l'eau. Il pompe l'eau. Vous avez sûrement raison. Il pompe l'eau, donc c'est la même chose. Je vais vous mettre d'accord, de toute façon, parce qu'on m'envoie une histoire, et c'est Philippe qui me l'envoie. L'histoire d'un petit gaillard qui est interné dans une cellule carcérale, justement. Mais dans cette cellule, il y a déjà un molosse, un colosse même. Et ce dernier lui dit, mais t'en as pris pour combien? 15 ans, monsieur, dit le petit gars. On a 15 ans à passer ensemble, alors on va s'organiser. Qui va faire l'homme et qui va faire la femme? T'es nouveau, je te laisse choisir. Si vous voyez pas d'inconvénient, je veux bien faire l'homme, dit le petit. Et Colosse baisse son pantalon et dit, voilà, allez, qui c'est qui va faire une pipe à sa petite femme? Elle est vieille, mais elle est vieille. Elle est vieille, mais... Alors je tiens à signaler aussi, et ça c'est une surprise, c'est un auditeur qui s'appelle Cyril, parce qu'on fait gagner, vous savez, un week-end dans un hôtel qui donne sur la plage de l'Espiguette. Ça fait une semaine qu'on offre ce week-end, et personne ne veut le prendre. Cet auditeur qui s'appelle Cyril me dit, sachez tout de même, avant d'y envoyer vos auditeurs, que l'Espiguette est une plage naturiste, échangiste et gay. Je pense que les auditeurs qui vont gagner le séjour vont être bien détendus. Ça, j'ignorais. C'est pas mal, naturiste, échangiste et gay. C'est pas mal, c'est-à-dire que les mecs, c'est des... Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Exactement, Pierre. Voilà. C'est culturel, puisqu'on a demandé aux Italiens quelles étaient leurs œuvres d'art préférées. Et les Italiens ont dressé quand même une liste de 120 œuvres d'art. 120 œuvres d'art. Alors, dis les 80 premières. En spontané ou... J'imagine qu'on leur a peut-être laissé le choix. On a assisté. Et quand même mondialement. 120 œuvres d'art. Au monde. Oui. Quelle est leur œuvre d'art préférée des Italiens? Le David de Michel-Ange. Et alors, attendez, je vous demande laissez-le poser la question. Il faudrait me trouver le classement parce que j'ai pas l'intégralité du classement. Non, à mon avis, son classement commence après 40. C'est-à-dire que non, il y a surtout quelque chose de très étonnant à la 63e place de ce classement. Ah, c'est un tableau de Berlusconi? Non. Qu'est-ce que je fais comme j'ai pas encore l'habitude de l'émission? Je laisse dire ou je le dis tout de suite? Si vous savez, dites-le. Ils ont mis en 63e la Joconde. Exactement. Bravo, Pierre Lescure. J'aurais pensé que c'était premier, vous voyez. C'est ça qui est surprenant. C'est pour ça les journaux titrés. Parce qu'elle est à Paris. La Joconde n'a plus la cote. Les journaux. Vous le saviez aussi, vous, alors? Oui, mais moi, il n'avait pas fait le rapprochement. Mais quel odieux personnage. Je laisse le type essuyer les plats. Là, Jérôme, il dit rien, là. Et vous, alors, Qu'est-ce qu'il y a au premier? vous l'auriez placé avant ou pas, la Joconde? Non, j'aurais pas. Alors. Moi, je l'aime bien, la Joconde, quand même. Je parle de celle de Stevie, la cuisine. Mais moi, j'ai un très mauvais souvenir avec la Joconde. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette salope? Rien. Vous l'avez vu, en vrai, la Joconde de Stevie? Non, j'ai jamais eu l'honneur, mais il y a un îlot central à côté. En fait, elle est dans sa cuisine. Ça, je sais. Et elle est collée au frigo ou pas? Non, elle le regarde tout le temps. Elle est incroyable. Parce qu'elle a une hotte. Elle fait hotte aspirante. Elle fait hotte aspirante et elle le suit du regard la nuit. Partout, tout le temps. Tu comprends, il a des problèmes. Et c'est ça le mystère de la Joconde. Mais qui est numéro 1? Alors, je ne sais pas. Je n'ai que la 73e. Il doit y avoir le plafond de la chapelle Sixtine, des choses comme ça. Michel-Ange. Sûrement. Vous auriez répondu quoi? Petit tour de table. Votre œuvre d'art préférée, Jean Benguigui? Au monde? Au monde. Et réponds pas mon cul. Non. Enfin, Caroline. Caroline, tu m'as enlevé toute ma concentration. C'est pas gentil, je reconnais. Puis Bottero est pas forcément l'artiste préféré de Jean Benguigui. Je sais pas, j'en ai plein, c'est comme nous idiot les classements, je sais pas, plein d'idées. Pierre, vous auriez répondu, Moi, vous? j'aurais répondu 3. J'aurais répondu la création du monde de Michel-Ange. De Courbet. De Michel-Ange, La chapelle Sixtine, c'est l'origine du monde. Ah là là. Non, l'origine du monde. Les deux index. C'est la même. La chapelle Sixtine. L'origine du monde. La crèche, non, c'est pas c'est sur la chapelle. C'est la création du monde. La chapelle Sixtine. La chatière. C'est pas la chapelle Sixtine. Au sein de la chapelle Sixtine, la création du monde de Michel-Ange, j'aurais mis l'homme qui marche. De Giacometti. Et j'aurais mis la repasseuse
de Picasso. Voilà, ce sont les trois. Et le Bloody Mary du cas de chez Gastel. Comment il dit le Bloody Mary? Le Bloody Mary de New Haven, dans le Connecticut. Retourne à Sartène, toi, nous fais pas chier. Bonaldi, vous auriez répondu quoi, vous, Bonaldi? J'aime bien les nymphéas. Ouais. Et effectivement, le Giacometti, oui, il était assez belle. Mais mettons... le clown Ronny de chez McDonald's. Non, vous êtes vache. Le géant vert. J'aurais fait un télo, j'aurais dit le spectacle vivant. Voilà. D'un enfant qui sourit. Ah ben moi aussi. Tu vois, ça fait un télo. Si on peut mettre la littérature, moi j'aurais bien mis le livre de Claude Sarraute et Laurent Ruquier avant que tu n'oublies tout. Ah, dites donc, plusieurs comme vous et on fait un cassoulet. Hein. Une citation avant l'invité d'honneur qui certainement est en train d'entrer dans la loge et dans à peine 10 minutes, vous commencerez à essayer de chercher son identité. Mais d'abord une citation. Quand on a divorcé, on ne se remarie pas. Qui a fait cette déclaration et à propos de qui d'autre? Quelqu'un qui a eu un divorce douloureux? Non, c'est un homme politique qui a quitté un parti et qui récuse l'idée d'y revenir. C'est pas mal, Pierre. Alors c'est Hervé Morin. À propos de François Bayrou. Excellente réponse de Caroline Diamant et Pierre Bénichou. T'es forte, hein. Quand on a divorcé, on ne se remarie pas. Voilà. On va savoir. Ah ouais. C'est démenti par les fêtes tout le temps, ça. Ah oui. Il y a le nombre de divorcés qui se remettent ensemble. Ah ouais. Enfin, c'est pas la majorité non plus. Oui, oui, c'est comme le poisson-chat, oui, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Mais quand même, ça, on ne peut pas dire on ne se remarie pas. Non. Non, mais enfin, a priori, c'est pas le but. On a eu quelques exemples. Richard Burton et Elizabeth Taylor. Qui d'autre a fait ça? Richard Burton et Elizabeth Taylor. Roger Benamou et Maryse. Je crois qu'il y a Serge Diado aussi. Il y a Serge Diado. Serge Diado? Il s'est marié avec sa femme. Sorry. C'est pas oui, vrai. il a cherché qui voulait de lui et il a retrouvé que son ex-femme. Alors, à qui est-il arrivé, d'après la presse du jour, la même chose qu'à Georges Simenon? C'est un autre écrivain. Si vous le savez, oui. Oui, c'était une histoire de plagiat. Il est arrivé à Patrick Popal de plagiat. D'utilisation de sa vie privée dans un roman. C'est arrivé à PPDA qui a donné les SMS et la correspondance avec son ancienne fiancée. Ce qu'avait fait Simenon dans Pédigré. Oh là, excellente réponse de Jean Benguigui. Alors... Ça va trop vite pour moi. Ah oui, il faut des explications, là, explications de non, texte. mais alors, Pierre, moi, vous m'aviez pas dit qu'il était aussi intelligent, Benguigui. Ah, ben oui. Non, c'est pas qu'il veut le valider, c'est qu'il veut pas le dire. Effectivement, PPDA a été condamné pour avoir trahi son ex, en tout cas s'être trop inspiré de leur vie privée, avoir publié des extraits de lettres, des SMS, des textos. Quand même 33 000 €. Hein. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est son nègre qui va se faire engueuler. Hein. Elle était d'autant moins contente qu'elle était mariée. Ah, c'est vrai? Ah, je savais pas qu'elle était mariée. Ah, je savais pas non plus. Madame Borne? Oui. Je les connais pas les Borne. Et elle est retournée chez son mari d'ailleurs. Elle a donné chez son mari. Ouais. C'est vrai? Ça alors. Elle s'est remariée, mais le type qui a été divorcé. Émile? Elle est bonne. Il dépasse les bornes. Ah non, mais alors, je savais pas moi alors. Ça c'est fou. Et alors, donc effectivement, Simenon, lui aussi. Et vous savez pour atteinte à la vie privée de qui, Simenon? D'un ami, je crois, d'un camarade de classe ou d'un jeune homme. Exactement, d'un copain d'école. Voilà, pour atteinte à la vie privée avec Pédigré qui avait déplu à un ancien camarade de classe. PPDA, c'est la consécration. PPDA comparé à Georges Simenon. Oui, mais c'est vrai que c'est odieux. Ah vous oui. imaginez, dans une histoire d'amour, envoyer des choses un peu personnelles et privées et les retrouver dans un roman? La plupart des écrivains font ça. Non, mais là, c'est de reproduire exactement des lettres ou des textos. Oui. Ça, c'est pas très bien. Raconter l'histoire d'amour qu'on a eue avec quelqu'un, en effet, tous les écrivains ne font que Christine ça. Angot. Oui, mais elle a romancé son histoire d'amour Non, avec pas de gynéco. tellement. Non, mais lui, PPD, il la décrivait. Et on savait qu'elle existait parce qu'il se montrait. Ils étaient ensemble à Roland-Garros du côté des caméras. Donc tu vois, c'est Christine Angot, elle donnait pas les lettres, elle donnait les mensurations même. Ah oui, c'est vrai. Au Doc Gynéco, on sait tout de lui maintenant. Exactement. Non, Et elle l'a fait aussi pour un banquier, le mec il a failli perdre son job. Il est Pierre. bien ce garçon, hein. Qui ça? Le docteur gynéco, à ce qui paraît, d'après ce qu'elle dit, Madame Angot. Il Madame paraît Angot, que c'est l'accent pas du Sud. encore comme Walter Spanghero, mais presque.
Et pourquoi l'accent du Sud? Ouais. Parce que c'est l'heure pour l'accent du Sud. Il trouve ça plus ludique. Pour faire parler le con. Ça marche. Bon, dis donc, comment tu causes à Bonaldi? Il s'est pris dans le tapis le jour du mariage d'Albert et de Charlène. Il est arrivé avec une demi-heure de retard au mariage de Sophie Dizenbourg. C'est quelqu'un dont tout le monde se moque actuellement. De qui s'agit-il? Stéphane Bern? Non, pas Stéphane Bern, pas Titoff. Le deuxième mariage, c'est qui, pardon? Le mariage, alors écoutez, si Stevie était là, il vous aiderait. C'est le mariage de Georg Friedrich de Prusse et de la princesse Sophie Dizenbourg. Ah oui. Ah, donc c'est une tête couronnée. Je connais pas bien. C'est Oui, pas tout à fait une tête couronnée. C'est mais... le mari d'une tête couronnée. Le fiancé d'une tête couronnée. C'est quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui a une moumoute. Non. C'est pas Elton John. Tu penses à qui? Ah oui. Non, parce qu'Elton John, il va à tous ces mariages-là. C'est pas machin de Hambourg. Oh, il y a une réplique très marrante dans le film là, qui va sortir bientôt, Bienvenue à bord, avec Franck Dubosc et Enrico Macias. Enrico Macias joue son propre rôle dans cette croisière parce qu'il va chanter sur la croisière. Alors il arrive sur la croisière, puis il y a Gérard Darmon qui est le capitaine, le commandant de bord, et puis il fait Monsieur Macias, nous vous avons donné et réservé la suite Elton John. Et il répond tant que j'ai pas à dormir avec. Dans VSD, on nous raconte qu'une nouvelle émission va être lancée aux États-Unis. Ça va s'appeler Qui veut dépenser des millions. En gros, ce sera pas le titre exact, mais on va proposer pendant une demi-heure à quelqu'un de se sentir dans la peau d'un millionnaire. C'est-à-dire que c'est Donald Trump, le célèbre milliardaire, qui a eu l'idée de cette émission. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de dilapider 7 millions de francs en 30 minutes. Pour compliquer le jeu, aucun des achats ne devra dépasser le million. Hein, donc, vous pouvez pas faire ça en 7 fois, quoi. Mais donc, c'est comme quand on était petit, qu'on jouait magasin, sur la plage, qu'on achetait des fleurs avec des coquillages. C'est-à-dire? Vous faisiez pas ça comme ça? Bonjour madame la marchande. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le client. On faisait les mamans. Mais vous avez l'air d'éducateur, là. On faisait des petites fleurs en papier crépon. Tu vas pas plus loin que le Monopoly, on a acheté la rue de la Paix. Mais voilà. Attention, écoutez bien, on donne donc 7 millions de francs au candidat. Il a 30 minutes pour les dépenser sans dépenser plus d'1 million à chaque fois. À la fin du jeu, il a la possibilité de garder quelques-uns des objets achetés, des cadeaux achetés. T'achètes un bateau, une bagnole, Un gâteau, une baraque. pas un bateau, un gâteau. En 30 minutes. C'est vite fait, quand même, 7 millions. Tu connais beaucoup de baraques à moins d'un million, toi? Bah, ça existe. Ah oui, des petites baraques. Bah oui, mais... Pas des baraques pour habiter. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire acheter par téléphone? Tu téléphones à quelqu'un, tu dis j'achète. C'est quelqu'un qui certainement va devoir aller de magasin en magasin. C'est vachement facile. Non, 30 minutes, c'est dur. 30 minutes, c'est très difficile de te déplacer dans la ville. Qu'est-ce que vous achèteriez en premier? 7 millions? Un bateau. Un bateau pour Christine. Moi, j'achète 4 tranches de jambon. Mais coupé épais, hein. Parce que moi, je prends du rabougot, moi. Il est plus cher, mais il est meilleur. Alors, 4 tranches de rabougot, 6 gâteaux, un stylo pour mon fils, parce qu'il va apprendre à écrire 20 francs. Ça fait, j'en ai déjà pour 642,50. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Il reste 26 minutes, monsieur Bénichou. Vous me mettez une Ferrari, 930 000 francs. Ça fait que ça fait 900. Non, on peut acheter. Mais j'achèterai un pullover pour Miller. En une demi-heure. Un vrai pullover, pas un qu'on lui a tricoté, un vrai pullover. C'est un très beau pull de Ceccheruti. 280. Non, mais attends, je peux répondre quand même à Christine. Oui, Christine. Tu regardes là, oh là là. Je t'emmerde. C'est dramatique, la fièvre afteuse, puisque ça amène à abattre des troupeaux entiers. Ça risque de se contaminer de ferme en ferme. On est obligé de créer des zones absolument gigantesques de décontamination. C'est une situation dramatique. Mais je sais que c'est une situation dramatique. Mais en fait, elle ne devrait pas être si dramatique mais que elle est ça. dramatique puisque du coup, on ne peut plus manger ce produit, puisque ça provoque des hausses sur les autres produits qu'on peut encore manger. Donc ça a des conséquences économiques dramatiques. C'est pas seulement parce que nous, on ne sera pas malade. Vous avez en direct du salon de l'agriculture, le Gérard Miller, paysan bien connu du Berry, qui nous raconte son truc. Il a jamais vu un arbre de sa vie, ce citadin. Il est en train de nous raconter le drame du paysan avec ses troupeaux. Mais oui, non, mais sincèrement, tu un type des villes, toi. C'est un petit intello. Dans les bibliothèques, c'est les rats que tu connais avec les bibliothèques. C'est pas ces beaux animaux qui je donne à manger tous les matins, moi. Tous les matins, je donne à manger aux bêtes, moi. Je me lève à 4h30, je mange une bonne soupe, je donne à manger aux bêtes. Ouais, le temps de revenir, d'aller laver les chevaux, il est déjà 6h. T'as des vaches de salaire, toi. Pardon, de quoi? Non, il a un vache de salaire, surtout.
Non, Bénichou n'a jamais mis les pieds à la campagne. Il nous l'a dit. La seule bouse qu'il connaît, c'est celle de son caniche abricot quand il va le promener. Vous avez un caniche abricot? Oui, mais je le sors que le soir. Ah, c'est ridicule! Un caniche abricot. Vous devriez le voir avec son Loden et son caniche abricot, on dirait baladure. Et votre chien, Laurent, ça va bien? Mon chien Rebelle va très bien, là, il est à la maison. Une Voilà. fois, nous étions à un dîner chez quelques amis et je me suis aperçu que j'étais le seul de tous les convives qui n'avait pas de chien. C'est vrai. Et tous ont parlé de chien et quand est-ce que tu le sors et comment ça se passe. Et Laurent était là. Il faut dire quand même qu'il y avait Michel Drucker. Il y avait Michel Drucker et quelques autres. C'est bien, alors on n'est pas invités, nous, dans ce genre de truc. Mais c'est normal. Mais pourquoi tu l'appelles Rebelle et pas Jean-François? Ce serait mieux, quand même. Je peux pas vous dire pourquoi je l'appelle Rebelle. Alors allons-y. Non, c'était amusant de vous voir, vous retrouver sinon la position des gens assez tranquilles qui sortent leur chien le soir, mais je vous voyais désormais préoccupé par des choses que j'ignorais. Ben oui, alors, je me suis renseigné. Si les hommes disaient la vérité, le nombre de types qui disent je vais faire pisser le chien, et qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de faire pisser le chien? Ils téléphonent à leur gonzesse, ils ont rencard avec la bonne, ils vont au bistrot se taper le 9e demi alors qu'ils ont juré qu'ils buvaient plus. Ils vont voir leur pote Marcel qu'il a un bon tuyau pour le tiercer demain et tout ça. Ah, ils ont bon dos, les caniches abricots. Ça c'est vrai le pire. Pas pour moi parce que je débute, mais tu verras quand tu seras grand. Mais oui, mon père sortait le chien effectivement parce qu'il en avait ras-le-bol de ma mère. Et ça durait des heures? Ça durait des heures. Ah oui, mais d'accord. t'es arrivé de sortir ma mère tellement le chien m'emmerdait. En tout cas, moi, je perçois une certaine angoisse dans le discours de Gérard. Alors, Gérard, je pense que nous allons collectivement t'offrir un chien. Surtout mais pas. un gros chien. Surtout pas, parce que Gérard m'a proposé gentiment que je lui laisse mon chien de temps en temps certains week-ends. Mais ça tiendra compagnie, mais bien sûr. sûr. Je ne souhaite pas en avoir un à Paris. Rendez compte quand il va me le mais c'est pas à rendre toi de le dire. lundi, le chien qui va me faire chier en disant oui, alors tu sais que. Non, au contraire, il saura bien vous parler. Il aura appris à dire ce qu'il faut. J'hésite encore à vous le confier, Mais Gérard. quand on vous dira qu'un psychanalyste ne parle pas, il est là pour écouter, justement, ça sera. Mais les chiens non plus ne parlent pas. Ça sera. Si, il y a des chiens qui parlent. Ah bon. Ce qui est assez rigolo quand c'est chiant comme ça, c'est que ça mange sa merde. Ça, je dois dire que c'est. J'avais. C'est rigolo. Vous n'avez pas déjà eu C'est l'expérience? étonnant, hein. Non, mais moi, je découvre des tas de trucs. Moi, j'avais jamais regardé 30 millions d'amis. Bon, ou ces allez, un trucs-là. café, l'addition, je. C'est vrai qu'on parle de cochonnerie comme ça, mais que c'est vraiment un réflexe. On regarde toujours son caca. Oui. C'est incroyable. Mais Quel intérêt? C'est systématique. L'être humain regarde ce qui se Oui, mouche et ce qui sort de son corps. C'est ignoble. Ça, c'est vrai, Gérard. Comme, C'est comme vrai que c'est disait, ignoble. comme disait je ne sais plus qui, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Mais Laurent, c'est peut-être le moyen pour éviter les crottes dans Paris, alors. Il faut les dresser pour qu'ils continuent à remanger. C'est pas faux ce que je Et dis. quand après il vient te lécher sur la narine, c'est agréable. C'est ça le problème. C'est Ça leur donne une haleine un peu particulière. C'est que quand c'est- Arrêtez, non, c'est trop. On n'a pas encore parlé des élections municipales, deuxième tour dimanche, vous le savez. Et dans la Croix, un article qui m'a interpellé ce matin, on nous raconte l'histoire d'une candidate qui s'appelle Françoise Coupu, candidate UDF à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Elle est arrivée en tête au premier tour des cantonales, puisqu'il y avait aussi les cantonales dimanche dernier. Elle est arrivée en tête au cantonal avec 39,58% des voix. Elle a dû, évidemment, pour le deuxième tour, renouveler sa candidature, sauf qu'elle a oublié. En effet, la conseillère municipale sortante a confondu l'horaire limite d'inscription pour les municipales qui était mardi minuit avec celui des cantonales qui était mardi 16h. Elle s'est présentée à 19h. Il était trop tard pour être enregistrée. Alors qu'elle était en tête au premier tour, elle ne pourra pas se présenter au deuxième tour. Rendez compte un peu? Incroyable. Elle va faire un recours au Conseil d'État ou un truc comme Je ça. sais non pas. J'ai son adversaire en ligne, monsieur Henri Forgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Molène en Haute-Pyrénées. Oui. Et vous étiez candidat au cantonal aussi? Voilà, j'étais candidat au cantonal pour le Parti socialiste, oui. Et alors c'est vous qui avez fait boire des coups à Françoise Coupu de 16 à 19h. Et puis elle a oublié d'y aller. C'est possible. Peut-être vous allez vous désister, vous aussi, ou en tout cas vous retirer, ou faire annuler cette élection, parce que quand même, elle a oublié de se présenter. Vous pouvez pas accepter une victoire aussi facile. Ah, mais non, mais vous savez, moi je vais être candidat contre moi-même, candidat Forgue contre Forgue, là. Hein. Et vous savez, l'oubli, en l'occurrence, c'est une qualité. Hein. Comment vous interprétez ça, vous, monsieur Forgue?
Oh, ben vous savez, j'interprète pas trop, j'accepte, je suis bien content. Et puis voilà, elle permettra, si vous voulez, à un socialiste d'être conseiller général du canton de la Meuzan. Et voilà. Jean Benguigui. Ben écoutez, moi, monsieur, tout est perdu, fort l'honneur en fait. Non, mais moi, je trouve pas ça très fair-play quand même. Non, dites-lui venez, puis tant pis, et puis soyez fair-play quoi. Non, je crois qu'on s'arrangera tous les deux. Oui, il n'y a pas de problème. Elle est très sympathique. Alors, on se connaît bien, pas de problème, hein. Si. Moi, je suis de votre côté. Je crois qu'il ne faut pas vous gâcher la fiesta de Monsieur Forgue. Parce que c'est vraiment... Parce que la Forgue fiesta... Vraiment. De toute façon, la politique, c'est ça. Hein. La politique, c'est un oubli, une élection, un oubli. D'ailleurs, monsieur Henri, je peux vous appeler Henri? Oui, pas de problème. J'espère que vous aurez une Forgue élection. Non, mais c'est... dimanche prochain. Ne vous laissez pas influencer, cher monsieur. Cette dame a un inconscient. Cet inconscient lui a conseillé de se tromper. C'est drôle qu'on considère qu'un oubli, ça ne dit rien finalement de son vrai désir. Ça, c'est la psychanalyse et compagnie, ça. Mais Monsieur Forgue, on va vous remercier, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez, je serai l'élu de la majorité plurielle et plus des étourdis du canton de Lannemezan. C'est une belle conclusion. On vous remercie, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur Forgue. C'est rigolo comme histoire. Très drôle. Ça n'arriverait pas à Paris, ça, que Philippe Séguin ou Jean Tibéry oublient de présenter quelques listes. Alors venons-en aux élections. À Paris, il a l'air de récupérer un peu de pêche, le Philippe Séguin. Hein? Moi, je ne sais pas qui récupère, mais en tout cas, il y a un truc, c'est que d'habitude, pour les élections, on est toujours emmerdé. On arrive dans un café, on se dit pour qui ils ont l'air d'être ici, pour la droite, pour la gauche. Tandis que là, c'est tellement pointu que il y a une phrase. On arrive dans un café. On prend l'air très triste et on dit putain, c'est pas gagné. Hein. et c'est valable pour tout le monde. Ah oui, tout le monde dit parce que t'as raison, Pierrot. Dites un mot sur Texas. Moi, je peux dire un mot sur Texas, effectivement. Ah. Alors, allez, un seul. Bravo, il peut le dire. Bravo, c'est formidable. Non, c'est formidable. Texas, c'est un pied total. Elle est absolument divine. Quelle origine elle est déjà? Écossais, un truc comme ça. Ouais. C'est pas américain, je suis rassurant. Et j'ai appris à aimer Texas en regardant Charlene Spiteri. Quand j'étais plus môme, j'adorais Madeleine Kahn. Oui, c'est bien aussi. C'est bien. Vous avez l'air plutôt moins indigent intellectuellement quand vous faites l'idiot à la télévision. Comment vous pouvez dire? Ah, mais c'est drôle. Dès que vous parlez sérieusement, c'est une catastrophe, mon petit gars. Vous avez appris Texas avec Madeleine Kahn. Et vous croyez que vous avez que nos auditeurs qui payent pour écouter RTL parce qu'ils savent maintenant. Europe 1. On est sur Europe 1. Ils payent pour écouter RTL alors que chez nous, c'est gratuit. C'est ça la différence. Parce que nous aimons notre public. C'est ce qu'on s'appelle quand on se rattrape comme ça de façon. Joli rétablissement, c'est bien. Bon rétablissement. Vous connaissez l'histoire formidable de rétablissement? Non. Il y a Sacha Guitry qui joue une pièce de théâtre et il est dans sa loge et il y a un mec qui vient presque tous les soirs. Et son habilleuse lui dit, il y a monsieur Dumortier qui est là. Il dit, non, du tout, je suis pas là. Et un jour, le type force le barrage de choses et arrive et lui dit, écoutez, vous êtes pendant 2 mois à jouer dans ma ville, soyez gentil, accordez-moi cette chose, dînez avec moi un soir. Il dit, non, je ne peux pas, je suis pris tout le temps. Il dit, mais dans 3 semaines, tel jour. Et l'autre, il dit, bon, d'accord, dans 3 semaines, très bien. Mardi, après le spectacle, j'irai souper avec vous. Et puis, il est en train de se démaquiller, Sacha Guitry, il dit, Germaine, dites à cet emmerdeur que tu n'irais pas avec lui. Hein. Et à ce moment, il se retourne et il voit que le mec est encore là. Aïe. Et il dit, parce que mardi, je dîne avec monsieur. Ah, c'est très chouette. Ah, je la connaissais pas. C'est ça. Le rétablissement. Alors, ne me regarde pas que j'étais méprisant, tu la connais depuis longtemps. Oui. Parce que tu me connais depuis longtemps aussi. Et que j'ai toujours les mêmes histoires. Tu aurais cité du René Char. Et pas les conneries que tu racontes maintenant. Alors, en magasin, j'ai aussi, parmi les nouveautés, la poêle pour bien cuire. Ça, déjà, c'est mieux, tu vois. Ah, ça, c'est bien. C'est Tefal qui fait ça, et il y a au centre... Non, c'est Tefol. Et il y a au centre un endroit où c'est plus chaud que sur les bords. Bravo, Pierrot. Qui est incandescent. Je suis un spécialiste de la poêle, car je suis le roi de l'omelette. C'est pas vrai. Ah. Vous mettez quoi comme huile pour faire vos omelettes? Je mets une goutte d'huile et pas d'huile d'olive. Ah non, jamais l'huile d'olive, jamais. D'ailleurs, dès qu'on le voit, les gens reprennent. Une goutte d'huile d'olive pour plein, et après je fais comme ça. Et quand on est au centre de ma poêle, c'est une véritable patinoire. À ce moment-là seulement, je fais porter incandescence. Je canse mes œufs.
Une fois mes œufs cassés, je ne les bats pas. Non, je crève les jaunes, c'est tout. Et je donne quelques coups de fourchette. Je mets un gros morceau de beurre manié et je le mets là-dedans. Et à ce moment-là, je verse, pendant que mon beurre fond, je verse ma préparation, comme on appelle mon matériel, c'est-à-dire mes œufs. Ton appareil. Ton appareil. On peut même dire ton bel appareil. L'appareil génital, et je vais avec les œufs comme ça, et hop, je n'arrête pas de branler la poêle pendant que je bats en cuisson. Un très gros feu, et je fais comme ça. Et à ce moment-là, il faut coudre l'omelette. Oui. Voilà. Il faut coudre l'omelette. On dirait la mère Poulard. Non, pas la mère Poulard, plus mauvaise omelette du monde. Ah, c'est dégueulasse. C'est immonde. Ah oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la chatte Kitty alors? Pardon? Elle est au poil. Alors, cette poêle-là, bravo, vous l'avez dit. Non, mais moi, je suis un spécialiste des poêles. Il faut pas prendre n'importe quelle poêle. Alors, une question. Parce qu'hier, j'ai fait la cuisine. Hier, j'ai fait la cuisine et je n'arrive pas parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur de ma poêle. J'ai mis au lave-vaisselle. Ça part pas. Mais jamais. Mais jamais. Le mieux, tu prends un journal. Ouais. Un papier journal. Non, mais c'est et dur tu comme prends papier. quel journal? Tu prends l'Observateur du jour. Moi, il y a quelque chose. C'est ce que je voulais entendre. Tu frottes longtemps. La cuisine, c'est pas un truc sur le pouce. Tu prends Hamlet de Shakespeare et tu frottes. Ça peut le faire aussi. Alors, en fait, effectivement, cette nouvelle poêle lancée par Tefal offre un petit rond rouge au centre de la poêle ou de la sauteuse qui s'assombrit, ce petit rond rouge, quand le disque de cuisson est assez chaud pour saisir l'aliment. Vous savez à quel moment vous pouvez mettre l'aliment ou l'œuf au centre de la poêle. C'est pour les demeurer, ça, vraiment. Bien sûr, ça sent quand tu fais la cuisine. Tu sens quand ton beurre est à température. Mais bien sûr. Quand il y en a plein les murs, tu sais que c'est chaud, hein. Ça, c'est pour les débutants, pour les nuls. C'est quand même un petit détail qui simplifie la cuisine. Simplifie la cuisine pour qui? Pour les cancres de la cuisine. Ah oui. Qu'ils aillent au restaurant, ceux-là. Oui, qu'ils aillent chez McDo. Qu'ils aillent au restaurant, qu'ils aillent chez McDo, même tout ce que tu dis, quand même. Le seul truc, c'est t'as une petite loupiette qui s'allume quand c'est chaud. Exactement. Bah, c'est un peu con. Et tu payes que 300 francs de plus. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Ça coûte beaucoup plus cher. Non, elle est pas chère du tout, ma poêle. Elle, alors. 265 francs, elle vaut. 229 francs. À 299 francs. Et dis-moi, ça dépend du diamètre de la poêle. Moi, j'en achète sur le marché. Les poêles avec un bonimenteur qui est un génie. Ah oui? Ah oui. Et combien? L'opération est fantastique, l'opération est terminée. Non, mais je le trouve. Voilà, est sensationnelle. Ce sont des poêles que vous paieriez en magasin des 7 et des 800 francs parce qu'elles sont très épaisses. Il y a 6 épaisseurs. D'ailleurs, ils la montrent. Il y en a une qu'ils ont sacrifiée pour montrer aux clients. Elle a été sacrifiée. Et Pierre Bellemare n'a qu'à bien se tenir. Tu vas ici et tu vois en coupe. Elle a été coupée. Elle ne sert plus qu'à la démonstration. Et tu vois les 8 épaisseurs. T'achètes ça coûte un prix fou. Pierre Bénichou commente l'actualité pour vous. J'en achète 2 par saison, je me ruine. Et j'adore ça, ces poils-là. Seulement, les manches ont tendance à se casser. Je sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très ambitieux. Débardeur de la poêle. Je suis très ambitieux. Mais tu brûles la poêle. Je brûle mon manche. Mais quel rapport entre l'ambition et le fait de brûler son manche? Parce que je veux toujours que ma cuisine soit merveilleuse, que mon mari me dise vraiment, vraiment quel doigt de fée tu as. Robert, tu m'appelles Robert. Laurent a mis un vieux polo à son père qui lui va très bien. Bon sang, mais tout à fait. Je l'ai ramené de New York. C'est la première fois que je te vois les bras nus. Bah, d'abord parce qu'à New York, il faisait beau. T'as pas peur de prendre froid au biche avec les bras nus? C'est l'été qui approche. C'est pas l'été. Merde, je l'ai acheté chez Banana République. Banana République. J'allais chez Banana République en 48 avec Sugar et Robinson et Marcel Fernand. On allait, on achetait des trucs, on achetait surtout des culottes vintage. Mais toi, t'es entièrement vintage. Toi. Vintage alors, Christine. Tu sais que ça vient de 20 ans d'âge, vintage. C'est le même mot. C'est le même mot. Ah oui, j'ai même pas pensé. C'est marrant. Donc si tu veux, oui, parce que je comprends. Pourquoi t'as pas demandé 2 fois 20 ans d'âge? Parce que j'ai 2 fois 20 ans d'âge. Pourquoi tu t'habilles comme une gamine comme ça? Mais parce que c'est la mode. Mais ça, c'est la mode de quelle équipe, de quelle époque? Mais je ne sais pas. En tout cas. Ça, je peux vous dire, c'est une équipe brésilienne, rouge et jaune, et qui était la plus connue de Rio, qui s'appelait le Santos. Non, je sais pas comment ça Flamengo, Flamengo. Bonne question. Parce que j'ai joué dans l'équipe de Flamengo. J'ai joué avant-centre dans cette équipe. Il y avait un petit mec qui était là, il disait, ça fait rien. T'as beau être très coloré, tu seras quand même une vedette. Pelé, il s'appelait Pelé. Ah oui, il s'appelait Pelé. Et il me disait, Pierrot, tu crois qu'un jour j'aurai ton shoot? J'ai dit,
Ce que je me demande. Mon petit gars. Mais il est revenu dans une forme, notre Bénichou. Mais ce qui est extraordinaire, c'est imaginez. Vous pensiez avoir la parole aujourd'hui, c'est foutu. Imaginez tout ce qu'on aurait pu dire dans le temps où tu parles, Pierre. C'est incroyable le temps qu'on aurait pu avoir si tu n'étais pas là. Pardon? Les commentaires formidables qu'on aurait pu faire. Non, des commentaires formidables. Je vous signale que Claude Sarraute est toujours vivante. Bonjour Claude. Claude Sarraute, que j'ai vu hier soir dans une émission à la télévision, où elle était absolument formidable, d'une beauté, avec un casque de cheveux blancs. On aurait cru Jospin. Un sourire charmant. Toujours, je ne sais pas qui fait cette émission, parce que moi je suis pas le genre à faire de la lèche. Non. Mais le type qui fait cette émission, il ira loin, il peut même faire de la radio. Alors, cette émission, on ne m'invite jamais. Ah, je ne sais pas pourquoi. Venons, vous êtes invité à venir d'ici à la fin de la saison, vous le savez, Pierrot. Vous êtes gentil, vous croyez? Elle aime bien se faire prier. Elle est comme ça de petite, hein. Oh, je me souviens, j'étais à l'école de filles encore, et on me disait, tu viens là, boum, et je disais, zut, boum. Et puis j'en crevais d'envie, je serais morte plutôt que de le dire. On parlait des cheveux blancs de Claude Sarraute. Eh bien, hier soir, quelqu'un avait les cheveux plus blancs que blancs. Oui. C'est le Premier ministre Lionel Jospin. Il avait fait sa couleur. Hein, oui, vraiment, il était bien. Hein. Vous l'avez regardé? Ah oui, j'ai regardé complètement. Oui. Physiquement, très bien. Il avait l'air en pleine forme. Mais en dehors de physiquement? Bah, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Non. Simplement. Ben Guigui, allez-y. Non, je voulais dire que moi je trouve qu'il a dit beaucoup de choses. D'abord parce que c'était une émission incroyable. C'était entre le grand oral de l'ENA et Question pour un champion. Il a été bombardé pendant 3 quarts d'heure. Excusez-moi, il sonne jamais et... L'alarme de Claude Sarraute s'est déclenchée. C'est une alarme, c'est pas son téléphone, Claude Sarraute. Quand sa tension baisse un peu, ça sonne. Ah oui. Mais oui. Non, c'est Lionel Jospin. Son pacemaker. Voilà un réparateur de Sarraute. Oui. Voilà, continuez, Ben Guigui. Non, je veux dire, c'est vrai que c'était comme une émission de jeu. C'était 3 quarts d'heure de questions à G ininterrompues. Oui. Et il a répondu. Je veux dire, il aurait, à qui veut gagner des millions, il aurait gagné la cagnotte totale. Il a répondu à tout, à une vitesse incroyable et avec une grande clarté d'esprit. Là-dessus, sur le fond. Tu voulais pas qu'il dise, je sais pas. Mais il faut répondre. Bah, c'est son métier. Il y en a qui le font moins bien. Ah, écoute, non, il était. Moi, je crois que ce qu'on voulait voir, c'est s'il était en forme, s'il n'était pas trop nerveux après tout ce qui est arrivé. C'est l'épisode de l'avion. Tellement extravagant. L'histoire de l'avion. L'histoire de l'avion. Madame Chirac, répondez. Oui. Non, mais je veux bien qu'on soit dans l'opposition, quoi qu'il arrive. Ah non, mais je veux bien qu'on dise, quoi qu'il arrive, on dit De Gaulle, il s'est conduit comme un pleutre en 40. Ou qu'on dise Staline, il était bien, mais il manquait un peu d'autorité. Hitler, il était trop sensible. Je veux bien qu'on dise ça. Tu me les brises. En quoi? Pardon? Tu me les brises avec ton politique. Je te méprise, moi. Tu me les brises. Je te méprise, moi. Je te les brise. Oui, tu me les brises. Non, chérie. Écoute-moi, tu sais très bien que j'adore Jospin, que je ne cesse de tresser ses louanges. Je trouve qu'hier, il a été très sage, très raisonnable. Il n'a pas abandonné son programme. D'ailleurs, il ne pouvait pas à cause de l'Europe et tout. Il n'a pas cédé à sa gauche plurielle. Il a été très bien. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'était galvanisant. Derek, peut-être avant de donner la parole à Gérard Miller. Eh bien, je me bornerai à faire 2 observations. Alors, la première, ce qui est bizarre, vous voyez, le fond, ça se passait sur un fond, on voyait que des bagnoles, des bus. Exact. Je savais pas où on était. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de grève. Ah, voilà. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même, c'est le seul mec qui sait pas, quand même, qui va se présenter aux élections. Ah oui. Alors, il faut lui dire, parce qu'il risque de faire des conneries. Oui. Par exemple, de prendre une décision. Oui, parce que si tu sais que tu vas pas te présenter, tu dis je vais prendre n'importe quelle décision, je m'en branle. Mais si tu sais après que tu vas te présenter, tu dis je vais pas prendre une décision, si ça se trouve, après, je vais être obligé de me la coltiner pendant 7 ans, et je vais pas pouvoir dire que c'est mon prédécesseur, parce que le prédécesseur, c'était moi. Donc il faut quand même le prédire. C'est frappant comme les gens sont convaincus absolument que tout homme politique, quand il est député, veut être ministre. Quand il est ministre, il veut être président. Moi, je suis, alors, beaucoup plus radical que la presse. Je crois absolument que cet homme hésite absolument à devenir président. Je crois quelque chose qu'on n'a jamais compris à la psychologie de Jospin, c'est qu'il aurait parfaitement pu ne pas être Premier ministre, qu'il y a eu des tas de moments dans sa vie où il a dit non.
Si on regarde sa vie, depuis le moment où il a quitté même la fonction publique, c'est un type qui n'a pas cessé de dire non. Et je crois que vraiment, là, à mon avis, c'est pas seulement faire monter le désir ou la pression, je crois qu'il hésite vraiment à devenir président. Moi, non, mais les gens ne le croient pas. Les gens sont tellement convaincus qu'il n'y a rien de plus enviable que la position de président de la République. Un truc qui contredit votre thèse, mon cher Gérard Miller, c'est que Lionel Jospin a bataillé, a tout fait pour qu'il y ait l'inversion du calendrier, pour que les législatives passent après la présidentielle. Alors s'il fait tout ça, puis finalement il se présente pas, c'est quand même gonflé. Pour les autres, oui, tu parles. Je crois que Gérard Miller n'est pas démenti par cela. Je crois qu'il est démenti par l'histoire. Il n'y a jamais un mec qui ne veut pas aller au plus haut. À part Delors, me direz-vous. Voilà, à part Delors, par exemple, et à part quelques autres. Bon, hier, il a manifesté en tout cas qu'il attendait le désir des autres pour exactement, pour y aller. il l'a dit. Ouais. Il s'est séguinisé, moi j'ai dit ce matin. C'est un peu ça. Je fais ma chochotte. Il est là en disant. Il s'est même bénichouisé, je dirais. Oui. Non, il est ambitieux, mais pas à ce point-là. C'est emmerdant s'il s'est bénéchouisé parce qu'il peut arriver au Conseil des ministres le mardi, par exemple.